plateau, seconde partie, qui reçoit M. Boubacar Ba. Il est expert en relations internationales. Bonsoir, M. Ba. Bonsoir, chère Binta. Alors, hier, nous l'avons tous entendu, le ministre des Affaires étrangères qui a sorti un communiqué pour s'offusquer contre le fait que des Sénégalais se soient inscrits au niveau de l'ambassade de l'Ukraine pour aller combattre en Ukraine. Déjà, est-ce que c'était la bonne formule? Merci beaucoup, Binta. Vous me permettrez tout d'abord, en tout cas, de vous remercier pour cette invitation. Et vous savez que nous sommes aussi en ce 142e appel des Layen. Donc, rendre un hommage appuyé à la communauté musulmane et particulièrement à la communauté Layen, puisqu'effectivement, c'est un signe de paix de Mame Limamou Laye, à qui nous rendrons un hommage appuyé. Et donc, vous voyez, le Sénégal s'inscrit toujours dans une dynamique de paix. Et donc, naturellement, hier, je voudrais féliciter le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, son Excellence Maître Aïssata Tall Sall, et le secrétaire d'État au Sénégal de l'extérieur, Moïse Sarr, pour avoir rappelé, avec force d'ailleurs, à l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, les règles, puisque la diplomatie est basée sur des règles, effectivement sur des conventions, dont la Convention de Vienne, et qui exige, en tout cas, qu'on ne s'ingère pas dans les affaires intérieures d'un pays et qu'on doit respecter les lois et règlements du pays qui accueille une mission diplomatique et consulaire. Donc nous l'avons rappelé à cet ambassadeur que le Sénégal ne peut pas accepter cela, puisque dans le monde où nous sommes en perpétuelle mutation, on ne peut pas accepter qu'un ambassadeur puisse lancer un appel à recrutement de mercenaires, puisque ça c'est une activité totalement interdite par la loi sénégalaise. Et donc je voudrais me réjouir que le Sénégal ait marqué cette volonté extrêmement forte, puisque le Sénégal s'inscrit dans la recherche de la résolution de la paix un peu partout dans le monde, à l'instar de ce que nous faisons dans le cadre des opérations extérieures. Alors, est-ce que c'est une page qui est définitivement close? Oui, en principe, mais maintenant, au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Binta? Et ça, si vous me permettrez aussi, parce qu'on est dans une crise qui bouleverse le monde, qui continue de bouleverser le monde. Cette crise ukrainienne est extrêmement compliquée, extrêmement dense. Et je pense que la position du Sénégal, elle est extrêmement salutaire, puisqu'il y a 2 jours, le Sénégal s'est abstenu de voter aux Nations Unies. Que se passe-t-il aujourd'hui? Puisque le monde est traversé par... nous sommes en train de vivre la plus grande crise géopolitique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc l'affrontement le plus terrible, en tout cas en Europe, et la crise la plus dense depuis la crise des missiles de Cuba de 1962. Pour comprendre ce qui se passe, Binta, il faille nécessaire aussi de remonter un peu dans l'histoire des relations internationales. Parce qu'en 1989, le mur de Berlin tombe, donc l'Allemagne est réunifiée. 2 ans après, le président Gorbatchev conduit la perestroïka et c'est la fin de l'URSS. À cette époque-là, donc la Russie prend le lead et crée ce qu'on appelle la communauté économique des États indépendants. Et il y avait à cette époque-là des ententes qui disaient que l'OTAN ne devait pas s'élargir vers l'Est. Alors, il faut quand même noter que par 2 fois, cette entente a été violée, puisque en 2004 et en 2009, l'OTAN a installé des boucliers de défense, aussi bien en Roumanie qu'en Pologne. Et aujourd'hui, ce que Poutine dit, c'est qu'il ne peut pas accepter ce que les États-Unis n'avaient pas accepté en 1962, avec la crise des missiles de Cuba, que l'OTAN puisse aligner, en tout cas, des boucliers de défense aux portes des frontières russes. Donc voilà le soubassement de ce qui se passe, puis rappeler aussi les accords de Minsk de 2014 où la République du Donetsk et la République du Lugansk, avec la Russie et avec l'Ukraine, s'étaient assis autour de la table pour trouver une crise à la guerre de l'Ukraine centrale, de l'Ukraine orientale. Donc aujourd'hui, on revient sur une configuration où la Russie, en tout cas, joue sa survie. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, il appartient à l'OTAN de pouvoir, en tout cas, rapidement nous permettre de sortir de cette crise. Justement, vous l'avez évoqué tantôt, le Sénégal n'a pas ratifié, à l'instar de beaucoup de pays africains, la résolution condamnant la Russie. Quelle explication faut-il en faire? Non, ce n'est pas que... Non, le Sénégal avait condamné, en tout cas, l'invasion, l'état de guerre. Mais maintenant, quand il a... Au niveau des Nations Unies. Au niveau des Nations Unies. Mais concrètement, vous savez, la position du Sénégal aujourd'hui, moi, je voudrais féliciter le leadership du président Macky Sall, parce que d'abord, c'est aussi le président de l'Union africaine aujourd'hui. Sur les 37 États qui n'ont pas voté, environ 17 sont africains. Mais le jeu des relations internationales, Binta, c'est que les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Aujourd'hui, le Sénégal fait partie de ces pays qui, non seulement nous envoient beaucoup de militaires dans les opérations extérieures, pour les opérations de maintien de la paix, mais nous déployons aussi toute une batterie de mesures diplomatiques pour la recherche de la paix un peu partout.
Donc il faut comprendre cette position du Sénégal dans ça, parce que nous n'avons pas de problème ni avec la Russie ni avec l'Ukraine. Nous commerçons beaucoup avec la Russie, puisque le blé que nous importons ici arrive de Russie, et le Sénégal est donc un acteur dans ces relations internationales qui cherche à chaque fois à équilibrer en tout cas sa position, parce que c'est un leadership que nous prenons, et c'est aussi aujourd'hui le président qui est le président de l'Union africaine. Il est important, il est fondamental qu'on trouve tout le temps le juste milieu. Maintenant, je pense que ce qui est important, c'est qu'au-delà de cette crise, quels sont les impacts sur les relations internationales? Puisque moi, je pense qu'on s'achemine inéluctablement vers un nouvel ordre mondial. Pourquoi? Parce qu'il y a depuis quelque temps, on constate un déplacement de la puissance et du centre de gravité de l'économie mondiale vers l'Asie-Pacifique, particulièrement vers la Chine. La Chine qui est la deuxième puissance économique mondiale, et la Chine qui est le premier partenaire commercial de l'Afrique. Qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Les prix ont flambé, puisque naturellement, donc, le pétrole a flambé, le gaz a flambé. Je rappelle que la quasi-totalité du marché européen est fournie par le gaz russe, puisque 50% c'est la portion qui part en Allemagne pour la fourniture. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de $100. Il faut comprendre que l'euro également s'est déprécié. L'euro s'est déprécié effectivement par rapport au dollar. Mais quand l'euro se déprécie, ça va toucher le CFA. Ça va toucher effectivement le CFA. Et cette crise, nous devons réfléchir sur les leviers de mitigation, parce que beaucoup de choses vont changer. La première chose, c'est qu'effectivement, nous sortons à peine de la guerre contre le Covid-19, et voilà que vient maintenant un autre choc extérieur asymétrique qui vient encore perturber nos prévisions de croissance. Ça veut dire que l'État va encore mettre plus d'argent pour pouvoir subventionner, pour que la réalité du prix reste toujours le même prix au niveau de la pompe, puisqu'il faut se rappeler que le Sénégal, les deux premiers postes d'importation du Sénégal, c'est le pétrole et les produits dérivés du pétrole, puis après il y a les céréales, dont le riz. Et donc, naturellement, quand le prix du baril augmente, c'est vrai que les pays producteurs, à l'instar de l'Angola, du Nigeria, en Afrique, vont gagner de l'argent, mais le fret international va être extrêmement cher, puisque ça va impacter... Ça l'était déjà. Voilà. Maintenant, tous les produits, puisque nous, comme nous dépendons beaucoup de l'extérieur, maintenant, le transport va être beaucoup plus cher, et forcément, les prix vont être beaucoup plus chers. Et ce qui veut dire que nous devons, nous, tout de suite réfléchir. Quand le pétrole augmente, qu'est-ce qui se passe? Pour un pays comme le Nigeria, qui a la main sur le Naira, le Nigeria dévalue le Naira pour pouvoir relancer ses exportations. Maintenant, nous n'avons pas ce levier avec un taux de change flottant qui nous permet de réagir, parce que pour réagir à un choc extérieur, il faut avoir la main sur son taux de change pour qu'on peut déprécier ou apprécier sa monnaie pour pouvoir relancer les exportations. Donc nous aujourd'hui, et ça c'est je pense qu'un des débats que l'Afrique, en tout cas et particulièrement la zone franc, et je voudrais en tout cas féliciter les dirigeants de la zone UMOA pour en tout cas accélérer le processus de l'éco, parce que c'est extrêmement important qu'on puisse redéfinir dans ce qui va se passer notre politique monétaire, parce que c'est à travers aussi la politique monétaire qu'on pourra mieux faire face aux chocs asymétriques, parce qu'à chaque fois ce sont des chocs extérieurs qui viennent perturber nos prévisions. Donc aujourd'hui, le dollar, l'euro s'est déprécié par rapport au dollar. C'est pas plus mal pour les exportations des entreprises européennes, puisque quand 1 euro va maintenant est à 1,1 $, je pense, forcément les prix vont être, les entreprises européennes vont gagner un peu en compétitivité sur le marché international. Parce que ce qui est dangereux, c'est quand l'euro s'apprécie, le CFA par effet de ricochet, nous ne sommes pas compétitifs. Donc ça, naturellement, les entreprises européennes pourront être beaucoup plus compétitives sur le marché international. Mais sauf que c'est maintenant les finances publiques qui vont prendre un sacré coup, puisque surtout pour nous, les pays qui dépendons beaucoup de l'importation... Déjà que le Sénégal avait sorti 50 milliards pour déjà la baisse, la baisse des quelques prix. Produits. Et ça, c'était des mesures internes que nous avions prises, et les leviers sur lesquels l'État jouait, c'était les droits de douane et les taxes. Maintenant, un choc asymétrique il va falloir extérieur. Faire encore sortir davantage d'argent. Non seulement il faudra sortir davantage d'argent, mais je dis on ne peut plus continuer sur ces questions, sur ces solutions conjoncturelles. Il nous faut des solutions à long terme. Et les solutions à long terme, c'est avoir la main sur notre politique monétaire, c'est accélérer l'éco qui doit arriver, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un déplacement du centre de gravité de l'économie mondiale vers l'Asie-Pacifique. Voyez-vous, qu'est-ce qui s'est passé avant-hier? Quand l'OTAN, les États-Unis et l'Europe ont
déconnecter les banques russes du système SWIFT, rapidement, la Russie s'est adaptée pour se connecter sur le système CIPS, qui est le Cross-Border Interbank Payment System, qui permet de passer par le système de paiement interbancaire chinois. Et nous l'avons rappelé, ce système, rien que pour l'année 2021, parce que ce système a été créé depuis 2015 par la Chine, ils ont enregistré environ 80 000 milliards de yuan, soit environ 12 380 milliards de dollars. Mais maintenant, vous avez ce qui veut dire que c'est une alternative. Tantôt, vous aviez dit que c'est un nouvel ordre mondial, mais dans ce nouvel ordre mondial, qu'est-ce que va gagner l'Afrique? Alors, l'Afrique doit maintenant jouer, puisque les relations internationales, c'est ça aussi, c'est un jeu. Le général de Gaulle disait que les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Absolument. Maintenant, nous, quel est aujourd'hui le rôle que l'Afrique doit jouer? La première chose, c'est que l'Afrique doit d'abord intensifier sa coopération. C'est-à-dire qu'il faut qu'on renforce l'intégration. C'est-à-dire qu'il faut qu'on parachève. Aujourd'hui, vous savez, le débat la Russie quand même a poussé l'Europe à parler de l'Europe de la défense. L'Europe de la défense n'a jamais été une réalité. Aujourd'hui, la Russie est en train de les pousser pour peut-être parachever le process de l'Europe de la défense. Aujourd'hui, ces crises que nous traversons, la Covid est passée par là. Le Sénégal, je le rappelle, a une ambition d'atteindre des souverainetés alimentaires, souveraineté pharmaceutique, souveraineté donc, dans le secteur. Et aujourd'hui, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Ghana, nous sommes de petits États. Je pense que nous devons accélérer l'intégration africaine pour que l'Afrique puisse parler à l'instar de la Chine, qui est presque un continent, à l'instar de l'Europe, qui est l'Europe des 27, à l'instar des États-Unis. C'est quand même une fédération de 54 pays, 54 États. Et tout ça pour dire que la solution doit être globale et que l'Afrique doit aussi travailler sur une politique africaine commune. Mais on est très loin de cette globalité autour des solutions. Nous pensons qu'aujourd'hui, en tout cas, la présidence sénégalaise de l'Union africaine devrait être mise à contribution pour accélérer les réformes africaine. Parce que nous avons fait la ZLECAf, c'est une excellente opportunité commerciale. La ZLECAf, c'est un marché de 1,2 milliard de personnes et qui est un excellent moyen de renforcer le commerce interafricain, puisque nous commerçons très peu entre nous, c'est environ 11%, c'est extrêmement faible, puisque plus nous allons commercer entre nous, nous allons réduire notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur et nous allons réduire aussi notre vulnérabilité. Mais nous sommes ça, c'est toujours à l'état de projection. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, on a vu que le Mali a déjà donné le là, mais on ne sent pas cette volonté des États africains d'avoir cette souveraineté alimentaire, militaire et parce tout, que nous avons, toujours nous au basque de la France. Nous avons énormément de vulnérabilité. C'est-à-dire que quand aujourd'hui nous sommes des sociétés, nous sommes à l'état des besoins des services sociaux de base. Mais ce qui est important, c'est que dans le cadre de la ZLECAf, ce que les pays africains veulent faire, c'est aussi créer un marché commun, c'est supprimer les barrières douanières, c'est renforcer la capacité de nos entreprises à aller commercer avec l'Afrique, parce que l'Afrique est un réservoir de matières premières et un déversoir de produits manufacturés. La crise doit nous apprendre autre chose. Nous devons changer. Sauf que là également, les Africains ne s'ententent pas. Sur la ZLECAf, les moyens ne sont pas les mêmes. Oui, mais il faut... Vous savez, les critères de convergence, vous savez, l'Europe... Quand ils ont commencé, c'est autour du charbon et de l'acier en 1951. C'était le motif de la guerre entre la France et l'Espagne qu'ils ont créé la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. C'est le point de départ, avant le traité de Rome de 1957. Puis après Maastricht, Schengen, marché unique, marché commun, avant d'arriver à la belle aventure de l'euro. Ça veut dire que c'est un processus. Donc, il ne faut pas que nous soyons pessimistes, il faut qu'on y croie. Je pense que nous avons déjà mis les bases de la ZLECAf, c'est extrêmement important. Maintenant, il faut décloisonner, il faut faire disparaître les frontières, il faut accélérer la mobilité, il faut accélérer la circulation des biens et des personnes. Il faut quand même que l'on soit compétitif. Absolument. Il ne faut pas que ça soit des vœux pieux. Tout à fait. Mais vous savez, pour être compétitif, on ne sent pas cette rage de vouloir pour être compétitif sur un marché, vous savez pourquoi le kilo de sucre coûte moins cher en Gambie qu'au Sénégal? Parce que les coûts de production coûtent beaucoup plus cher au Sénégal qu'en Gambie. Et ça, c'est le problème structurel. Coûte moins cher au Mali qu'au Sénégal. On arrive sur le problème structurel de notre monnaie, puisque nous avons une monnaie qui est arrimée sur une monnaie très forte qui est l'euro, et donc la monnaie ne reflète pas la réalité économique. Puisque quand j'ai donné l'exemple du Nigeria ou de la Chine, puisque la Chine est aussi à une monnaie locale qui joue sur les taux de change, et donc à chaque fois qu'il y a un choc extérieur, on a la possibilité de refaire, de baisser notre monnaie pour pouvoir relancer nos exportations. Parce que pour être compétitif sur un marché mondial, il faut aujourd'hui, quand l'euro s'apprécie par rapport au dollar, ça veut dire que si 1 euro égale 1,5 $, pour acheter un produit européen qui coûte 1 euro ou
qui coûte 10 euros, l'Américain doit sortir 15 $. Qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de sortir 15 $, il va acheter un produit chinois. Donc voilà sur le marché mondial comment ça se passe. Et à chaque fois que l'euro s'apprécie, par ricochet, le franc CFA s'apprécie. C'est-à-dire que les marchandises sénégalaises vont aussi être extrêmement chères sur le marché mondial. Absolument. Et c'est pourquoi nous devons travailler. L'arrimage n'est pas en soi mal, puisqu'il faut toujours une monnaie qu'elle soit garantie, mais c'est le dispositif institutionnel qu'il faille nécessaire de changer. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faille nécessaire d'arriver sur un arrimage, sur un panier de devises, euros, dollars, yuan, et un taux de change flottant qui nous permettra de pouvoir réagir. Quand les prix flambent, qu'on puisse dévaluer notre monnaie pour relancer nos exportations. Et ça, c'est aussi un courage politique et je demeure convaincu. Absolument, ce courage politique. Je demeure convaincu que, en tout cas avec le leadership que nous voyons du président Macky Sall, parce que ce qui est quand même fondamental et qu'il faut quand même saluer, c'est que sur la scène internationale, le président Macky Sall a un leadership extrêmement fort. Rappelez-vous, toutes les initiatives que le Sénégal porte. Puisqu'il assure la présidence de l'Union africaine. C'est ça. Il vient de démarrer, nous le jugerons. C'est ça. Mais avant de prendre la présidence, vous savez, il y a quand même l'initiative de l'annulation de la dette qu'il a lui-même portée, qui a été soutenue par la communauté internationale. Il y a l'initiative de la réduction des frais de transfert d'argent que la CEDEAO a accepté. Il y a énormément de projets, d'initiatives qu'il porte au nom du Sénégal et ça aussi, il faut qu'on s'en réjouisse sur le plan international. Et aujourd'hui, la de la dette est toujours à l'État. Voilà, oui, mais on a eu quand même un moratoire. Vous savez, on a eu un moratoire. On va payer quand même. Voilà, mais il faut toujours payer parce que c'est le principe, il faut respecter ses engagements. Maintenant, le Sénégal sera producteur de pétrole et de gaz. Les premiers barils vont sortir en 2023, Binta. C'est important ce qui va se passer. Quand l'Europe décidera, peut-être, de se détourner du gaz russe, quelle sera l'alternative pour l'Europe? Ce sera le gaz africain. Et nous serons producteurs de gaz et de pétrole. Donc c'est tout de suite aussi qu'on doit réfléchir sur comment faire pour peut-être renégocier, pour accompagner ces mutations qui vont arriver, puisque nous serons producteurs de gaz et de pétrole, nous serons membres de l'OPEP, et donc forcément, quand l'Europe se détournera de la Russie, peut-être, pour trouver d'autres alternatives, ce sera l'Afrique, leur alternative. Il faudrait que nous aussi, Africains, qu'on sache, comme on dit, tirer les marrons du feu, qu'on sache regarder où se trouvent nos intérêts, parce qu'à end of the day, il faut savoir partir à point. Voilà, les relations internationales, c'est un jeu où chaque État, chaque pays cherche à défendre ses intérêts, au-delà des émotions, au-delà des amitiés, au-delà des jeux d'influence. Et nous pensons que le Sénégal, aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins et que nous avons les possibilités. En tout cas, nous avons déjà un pays extrêmement stable, nous avons un leadership politique très puissant au plan international. Et maintenant, il nous faut en tout cas réfléchir, anticiper et il nous faut beaucoup travailler aussi sur la transformation. En attendant de travailler, je ne dirais pas l'Afrique ou le monde, même les Sénégalais pensaient que la guerre n'allait pas durer autant. Oui, mais parce que... Qu'est-ce qu'il explique? On dirait que Poutine est aujourd'hui en position de force. Non, Poutine, de toute façon, il est en position de force. Et ça, je pense que les gens savent pourquoi. Jusqu'à quand? Non, ça peut nous mener vous savez, cher Binta, la Russie, c'est la deuxième armée au monde avec 850 000 hommes. Et en termes d'armes nucléaires, la Russie est la première armée avec des armes nucléaires. C'est environ 6200 ogives nucléaires contre 5600 pour les États-Unis d'Amérique. Et la Russie détient cette fameuse arme nucléaire, thermonucléaire, que l'OTAN a surnommée Satan II. Et cette bombe c'est un missile intercontinental qui peut atteindre 18 000 km. C'est-à-dire que la Russie n'est pas un pays attaquable, pour faire simple. Donc quand le ministre français... Mais elle avait quand même accepté de négocier. Oui, mais elle négocie toujours. Jusqu'à aujourd'hui, la Russie est sur la table de la négociation en Biélorussie avec l'Ukraine. Qu'est-ce qu'elle veut finalement? Maintenant, moi je pense que pour que la guerre puisse prendre fin, je pense qu'il appartient, pour moi, c'est à l'OTAN aujourd'hui de mettre fin à la guerre. Puisque la Russie est dans un désir de protection. Poutine sait que le rapport de force lui est favorable, il ne reculera pas. Il a l'arme nucléaire, il sait qu'il ne sera pas attaqué, il sait pertinemment... Mais qu'est-ce que l'OTAN doit faire? Il sait pertinemment que l'article 5 de l'OTAN ne peut pas être mis en branle, puisque l'article 5 dit que c'est une nécessité d'assistance en cas d'attaque d'un État membre. L'Ukraine n'est pas État membre. L'Union européenne a sorti énormément d'argent. La communauté internationale a décidé, les Nations Unies, de 1,7 milliard de dollars. Ils ont déjà mobilisé 1,5 milliard de dollars. La Banque mondiale a dit qu'ils vont sortir 3 milliards de dollars, dont 350 millions de dollars décaissables la semaine prochaine. Tout ça pour dire qu'ils ont, je pense, à mon humble avis, la main. Que veut la Russie in fine? La Russie veut simplement que l'OTAN n'arrive pas en Ukraine. Mais au lieu de laisser, en tout cas, les bombardements continuer, parce que chaque seconde qui passe est une seconde qui sera une seconde d'anéantissement de l'Ukraine. Aujourd'hui, la Russie a déjà obtenu une continuité territoriale vers la Crimée, donc sur cette partie, et peut-être demain, ça pourra progresser vers la Moldavie.
il y a 1 million de réfugiés déjà qui poussent, qui sont sortis. La Pologne risque d'être débordée. Puis après, vous savez que l'Allemagne sera débordée. Qu'est-ce que Vladimir Poutine attend de l'OTAN? Non, moi je pense que Poutine, comme il a dit, le ministre des Affaires étrangères russe l'a encore rappelé hier dans sa conférence de presse, la Russie va avoir des engagements de l'OTAN, que l'OTAN ne viendra pas en Ukraine. Ce qui est aussi une demande légitime. Mais l'Ukraine a déjà formulé sa demande d'ailleurs pour intégrer l'Union européenne. Il est une chose de formuler une demande. Non, je ne pense pas que la Russie soit gênée par l'intégration à l'Union européenne. Parce que ça c'est une intégration économique. C'est plutôt l'OTAN. Parce que rappelez-vous, dans la crise des missiles de 62, c'était ça. Quand la Russie, l'URSS à l'époque voulait déployer ses missiles sur l'île de Cuba, mais les États-Unis avaient refusé. C'était sous le président Fitzgerald Kennedy. Et donc il y avait le blocus de la crise des missiles de Cuba. Mais c'est exactement ce que Poutine refuse que l'OTAN fasse. Et donc moi je pense fondamentalement, aujourd'hui l'OTAN, je pense que la balle est dans le camp de l'OTAN, puisque Poutine a le rapport de force qui ne réagit pas? Mais parce que vous savez, l'OTAN est dos au mur. À mon humble avis, je pense qu'aujourd'hui c'est un peu difficile, parce que regardez le ministre français de l'économie, quand il dit que nous allons mener une guerre totale, une guerre économique et financière totale à la Russie, l'après-midi il rétropédale, puisque la Russie, Medvedev a rappelé que les guerres économiques se terminent toujours. Macron dire le pire est à venir aussi. Mais Macron dit qu'ils ne sont pas en guerre contre le peuple russe, parce qu'in fine, il faut comprendre que la Russie, c'est la deuxième puissance économique, la deuxième puissance militaire du monde. La Russie, ce n'est pas un petit pays qu'on peut attaquer, puisque ça déclenche le risque d'une guerre nucléaire. Et Poutine sait pertinemment ce qu'il est en train de faire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'OTAN peut, en tout cas, arrêter la casse tout de suite. Empêcher qu'on continue de déstructurer l'Ukraine, puisque l'armée russe avance, la continuité territoriale, elle est là. Mais pourquoi l'OTAN ne réagit pas tout de suite? Mais parce que aussi, vous savez, c'est quand même, on est aussi dans beaucoup d'égo. Et je pense que c'est des rapports de force. Et fondamentalement, la Chine n'a pas encore dit son dernier mot. Que fait la Chine aujourd'hui? Qui est le grand gagnant? Parce que, attention, les États-Unis, Binta, aujourd'hui, ils se suffisent de déclarations. Moi, je n'ai pas entendu un seul dollar décaissé par les États-Unis d'Amérique. Je n'ai pas vu des déploiements de GIs. Les États-Unis, Biden, le président Biden... Ils sont spectateurs. Voilà, Biden a fait une déclaration avec la déclaration de l'Union devant le Sénat américain pour dire que les États-Unis avaient négocié 60 millions de barils de pétrole avec 30 pays, que les Américains restent calmes, qu'il n'y ait pas de panique. Cela veut dire quoi? Comme d'habitude, les États-Unis sont à équidistance et c'est l'Europe aujourd'hui qui sera le théâtre d'opération. Et je pense qu'il appartient aux Européens d'anticiper, au-delà des grands discours, d'arrêter tout de suite la casse. Arrêter la casse, pour moi, c'est prendre l'engagement tout de suite que l'OTAN n'arrivera pas en Ukraine, le temps d'arriver à un cessez-le-feu, parce que ce sont les termes de l'accord, des négociations. Un cessez-le-feu pourrait permettre au monde, en tout cas, d'échapper à une éventuelle troisième guerre mondiale et qu'on puisse renégocier calmement. Parce que quand le rapport de force vous est défavorable, il faut le savoir. Je ne pense pas aujourd'hui que la France, qui est dans une élection présidentielle dans moins de 40 jours, prendra le risque d'envoyer des soldats sur le théâtre d'opération en Ukraine. Je ne le pense pas. Donc, plus les jours passent, c'est l'Ukraine qui sera perdant. Et aujourd'hui, comme je dis, la Chine n'a pas dit son dernier mot, parce qu'in fine, la Chine récupère le business. Les Occidentaux également seront les grands perdants. Voilà, les grands perdants, puisque voyez-vous, je pense qu'il y a une grande opposante française qui a commencé à dire que ce n'est plus soutenable, l'électricité va augmenter, le carburant va augmenter, c'est Marine Le Pen, pour ne pas le citer. Et donc tout ça pour dire que les opinions publiques européennes aussi, les langues vont commencer à se délier, parce que les gens ne peuvent pas comprendre que malgré tout, toutes les déclarations, les engagements, et aujourd'hui, l'autre débat qui va arriver en Europe, c'est que Poutine quand même les pousse à parachever l'Europe de la défense. J'ai entendu le président Macron dire qu'il est maintenant temps de mettre les moyens, parce que l'Europe de la défense, depuis 1954, ça bloque. Et donc ils ont fait l'Europe économique, l'Europe politique n'arrive pas, et l'Europe de la défense, avec toutes les théories qui ont été développées, ça n'a toujours pas vu le jour. Peut-être que ce sera l'occasion pour l'Europe de revenir en tout cas sur ce projet de l'Europe de la défense. Mais in fine, pour nous autres Africains, moi je pense que nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins et que l'Union africaine doit accélérer le processus d'intégration, que les pays africains, au-delà des émotions de part et d'autre, qu'on puisse regarder dans ce jeu des relations internationales, dans ce déplacement de la puissance et du centre de gravité, puisque nous sommes le marché de demain, c'est 1,2 milliard.
À l'horizon 2030, Binta, 20% de la population active mondiale sera en Afrique. Nous avons toutes les potentialités. Aujourd'hui, 20% de la population active mondiale elle est chinoise, Absolument. contre 12%. À l'horizon 2030, on va inverser la tendance, nous serons le moteur de la croissance mondiale. Il faut y croire. Mais il faudrait que, Absolument. en étant le moteur de la croissance mondiale, que cette croissance soit captée, soit inclusive, soit aussi durable et au profit des populations africaines. Ça veut dire que nous devons parachever l'intégration économique, l'intégration financière, nous devons parler d'une seule et même voix, nous devons... Parce que vous savez, l'Europe a compris qu'il fallait s'unir pour ne pas disparaître devant l'hégémonie américaine. Absolument. À défaut de le faire politiquement, ils l'ont fait l'Union économiquement. européenne. 27 pays. La Chine est un grand ensemble. La Russie, même chose. Les États-Unis, c'est un grand ensemble. Donc L'Union aujourd'hui, européenne, l'Union africaine. l'Union africaine, c'est politique. Maintenant, il faut qu'on parachève. Nous avons des zones régionales, CEDEAO, UMOA, SADC. Et maintenant, avec le projet ZLECAf, c'est l'opportunité parce qu'on ne peut plus continuer tout le temps à subir les chocs extérieurs. Demain, nous serons le moteur de la croissance mondiale. Il est fondamental que les décideurs africains tout de suite puissent anticiper. Et parce qu'une crise, il ne faut pas qu'on continue tout le temps à subir les crises. Quand on est dans une crise, ça nous permet de renforcer notre résilience et de se préparer. Et ça, c'est la prospective. Ce n'est pas forcément de dire ce que demain sera, mais c'est d'établir les futurs possibles. Et à cet égard, je pense que le Sénégal a un rôle à jouer. Le président Macky Sall a un leadership avéré sur la scène internationale. Je pense qu'il peut entraîner naturellement, en tout cas lors de cette présidence sénégalaise que nous souhaitons couronner de succès pour parachever en tout cas l'intégration africaine. Merci. C'est moi. Je Merci beaucoup. rappelle que vous êtes expert en relations internationales. Merci d'avoir suivi et très bon week-end.